Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast du comité réanimation de la Société française d'anesthésie et réanimation. Dans le cadre de notre série de témoignages de patients ou de proches ayant vécu une hospitalisation en réanimation, nous avons l'honneur aujourd'hui d'être en présence de monsieur Ed Léo, qui a accepté de nous raconter comment le post-réanimation est devenu pour lui le premier jour du reste de sa vie. Pour résumer votre histoire, vous avez 36 ans lorsque vous êtes admis en réanimation pour un état de mal épileptique sur sevrage éthylique, associé à une pancréatite aiguë d'origine alcoolique, Balthazar E, CTSI 4. Vous êtes placé en coma artificiel et sous ventilation mécanique dès votre admission. Votre séjour se complique rapidement d'un SDRA d'origine mixte, à la fois extra-pulmonaire sur la pancréatite et infectieuse sur un bronchopneumopathie à Staph aureus méticilline sensible. La gravité de votre atteinte respiratoire nous conduit à vous transférer vers le CHU de Lille pour rapprochement d'un centre d'ECMO. Finalement, la situation clinique s'améliore sans recours à l'ECMO et votre évolution permet votre sortie de réanimation après un séjour total de 4 semaines. Après avoir posé le cadre, nous allons pouvoir vous écouter car c'est bien là le plus important. Tout d'abord, quelle était votre vie avant la réanimation ? Alors, ma vie avant d'intégrer la réanimation. Moi, j'ai été diplômé d'une école de commerce où j'ai rencontré ma compagne qui est devenue ma femme et j'ai 2 enfants de 3 ans puisqu'il s'agit de jumeaux. J'ai été cadre en grande distribution pendant une quinzaine d'années et je me retrouve pris au piège de l'addiction alcoolique. Donc, en très peu de temps, je perds tout, en fait. Donc, je perds mon travail, je perds la garde de mes enfants, que je n'ai plus le droit de voir qu'en centre de rencontre parents-enfants. Je vois plus mes parents, je ne vois plus... En fait, je suis tout seul. Et le jour où vraiment je m'effondre parce que j'ai mal au ventre et parce que je m'évanouis, je suis chez ma grand-mère, où je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, j'ai vraiment très mal au ventre. Et je vais chez elle parce qu'il faut bien que je me mette un peu en sécurité. Heureusement qu'elle était là d'ailleurs, puisque c'est elle qui a appelé le SAMU. Que vous reste-t-il de ces 4 semaines d'hospitalisation en termes de pensée, d'émotion, d'inconfort ? Moi, vous avez pu l'entendre, ça me rend triste. Ça a marqué énormément ma vie. J'ai perdu mes enfants. C'est un épisode qui est hyper traumatisant. Depuis tout va bien, je me suis reconstruit, ça va, mais ça a été hyper difficile. Par contre, à l'inverse, j'en ai nourri une force que je soupçonnais pas. Parce que j'ai vécu des moments... Alors, j'étais seul, parce que je me suis senti très seul. J'étais très accompagné. Je vous en ai déjà remercié, je vous en remercie encore, parce que si vous n'aviez pas été là pour gérer l'intendance de mon corps, je dirais, je serais plus là pour en parler, pour pallier au plus pressé qui était de me maintenir en vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la fragilité de l'existence, on en a tous conscience. On se lève le matin, seulement on peut pas vivre avec. Là, j'ai bien compris que j'allais mourir. Et qu'en plus, pour me maintenir en vie, il fallait que je m'accroche. Donc ça, c'est très mental, tout ça. Il fallait que je m'accroche, que j'étais prisonnier de mon corps. Et en plus, j'avais extrêmement mal. Je me souviens de la douleur, quand même. Même sur les phases de coma, où j'ai mal comme j'ai jamais eu mal. Et j'ai vécu d'autres périodes de santé dans ma vie où j'ai déjà eu très mal. Là, j'ai eu mal comme jamais. J'avais l'impression qu'on me découpait en permanence, à vif. Donc, c'était hyper dur. Par contre, en termes de se recentrer sur l'essentiel dans des moments où on est comme ça, on est très seul. J'étais très seul avant. Moi, mes parents ont été très présents dans la reconstruction, ma famille aussi. Mais ils voulaient plus me voir. L'addiction, c'était plus possible pour eux. Ils voulaient plus me recevoir. Et c'est le moment le plus seul où en plus je dois me battre en sachant pas quelle va être la suite. Après, quand je me réveille, après la période où vous avez assuré l'urgence, c'est un peu le principe d'un service réanimation. Ils m'ont aidé à me reconstruire, mais en plus j'ai aucune garantie là-dessus. Moi, au moment où je me bats, je suis vraiment partagé entre je fais peut-être tout ça, je suis peut-être en train de vaincre cette douleur qui est inhumaine, etc. pour rien. Pour repartir dans ma vie de merde. C'est hyper compliqué. Par contre, j'ai eu des flashs. J'ai déjà eu pas mal de fois l'impression que j'étais en train de couler. Donc vraiment d'être dans l'eau et d'avoir une espèce de lumière
d'être vraiment comme si vous tombiez à plat d'eau dans de l'eau et que vous vous enfonciez dans l'eau, vous avez de moins en moins de lumière, mais il en reste un peu. Et puis des flashs des gens que j'aimais. Et ça, c'est troublant. Je suis pas quelqu'un de particulièrement croyant. Je pense qu'il y a quelque chose qui dépasse l'homme. Voilà, ça s'arrête là, mes croyances. J'ai eu une éducation, catholique très rapidement, mais ça s'arrête là. J'ai pas de croyances particulières. Par contre, voilà, ce dont je parle, c'est un vrai témoignage. C'est pas quelque chose sur des choses qu'on a lues, c'est quelque chose que j'ai vécu, des flashs des gens que j'aimais. J'ai vraiment vu ma vie défiler, en fait. Moi, je me suis vu crever. Et en plus, je me suis vu crever tout seul, en laissant en plus une image de moi qui n'était pas la mienne. Parce que aujourd'hui, ce que je peux reprocher à la substance qui m'a amené jusqu'à là, c'est que c'était pas moi. Je pense pas être réduit à celui que j'étais sous l'influence de l'alcool. Donc voilà, ça a été un élément fondateur de ma vie actuelle, ces 4 semaines, parce que pour le problème de santé et puis pour toute cette réflexion sur des éléments très très fort, mais qu'il faut avoir très rapidement, parce qu'il faut bien se décider, quand moi je suis prisonnier de mon corps, que vous êtes en train de me sauver la vie, mais vous me la sauvez à l'instant T. C'est-à-dire que derrière, si je veux continuer de me la détruire, vous pourrez plus rien pour moi. Faut prendre tous ces éléments-là en compte pour aller au-delà de la douleur et le faire alors que votre corps, vous pouvez même plus. Enfin, heureusement que vous êtes là pour pallier à tous les besoins vitaux que je vais avoir. Et quel est le trigger qui finalement vous a aidé à cette renaissance ? Moi, je voulais pas. J'estimais déjà que Alors, ça, c'est pareil. C'est une conviction profonde de la part de quelqu'un qui, encore une fois, n'a pas de croyance religieuse établie. Que j'avais pas fait. Je veux dire, il y a un moment quand on dit qu'on va partir en paix avec soi-même, c'est un peu notre rêve à tous. Si on est un peu lucide, on sait qu'on partira un jour. C'est de partir en paix, en souffrant le moins possible. Moi, j'allais partir en souffrant et pas en paix du tout. Ça, c'est la première chose. Ça donne une niaque, une volonté inébranlable. Et l'autre chose, c'est qu'il allait se passer, et ça, j'ai beaucoup de mal à en parler, parce que j'espère que mes enfants me pardonneront un jour. Il était hors de question que je meure en laissant mes enfants, dans l'état actuel, des choses telles qu'elles étaient. Il y en est toujours hors de question, parce que j'ai pas fini mon rôle avec eux, j'ai pas fini de les aider dans la vie. Mais le nœud de tout ça, ça a été ça. Mais je pense que parfois on peut se poser la question de se dire, ouais, mais à ce moment-là, on récupère les Hoët en service réanimation. Désolé de parler de moi à la 3e personne, ça fait très Alain Delon. Mais on le récupère, il n'y a pas d'enfant, ça veut dire qu'il se laisse crever. Pas sûr non plus, parce que j'étais vraiment pas en paix avec moi-même, et pas sur de la fierté mal placée. J'étais pas, ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas, et même avec la très piètre opinion que j'avais de moi-même, j'étais pas ok pour partir comme ça. J'aurais pu, si vous n'aviez pas été là, je serais parti comme ça quand même, content ou pas, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Mais je pense que ça a été ça le trigger. Comment est-ce que vous résumeriez votre vie aujourd'hui ? Comme étant le premier jour du reste de votre vie. Alors, je pense, je travaille activement sur mon bonheur, je pense l'être quand même. Je suis très heureux, et c'est-à-dire que j'ai plus de temps à perdre. Aujourd'hui, le fait d'avoir premier jour du reste de ma vie, c'est que ce qui a véritablement changé avant d'avoir ce rapport pathologique à l'alcool, même avant beaucoup de choses, c'est que je n'ai plus de temps à perdre. J'ai un rapport au temps qui est vraiment différent, et comme je me paye le luxe d'être lucide 100% du temps, eh ben, je ne peux plus me permettre de pas me remettre en question quand je fais quelque chose. Ma remise en question, elle est permanente quand il y a quelque chose. Et ça, c'est pas confortable comme vie. Je me paye pas une vie confortable, je me paye une vie heureuse. Et ça, déjà, c'est complètement différent. Ma remise en question, elle est permanente. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est pas une vie confort. Je suis lucide en permanence. Alors ça m'empêche pas de faire des erreurs, ça m'empêche pas de me tromper, mais je suis lucide quand je me trompe, donc c'est-à-dire que je vais me remettre en question tout de suite, remettre en question mes choix, pour m'arranger, pour être cette fois-ci le plus en phase avec moi, et avec les gens qui m'entourent, et rendre heureux les gens que j'aime, pas à tout prix par contre,
Et j'ai bien pris conscience aussi que je ne pourrais être là pour aider mes enfants en premier lieu, en deuxième lieu mes parents, ma sœur, ma compagne, mon chien. Si je suis pas moi bien dans mes pompes, en fait, on n'arrivera à rien du tout. Donc, j'ai corrigé, j'agis en ce sens tous les jours que j'ai la chance de vivre depuis ce fameux mois de janvier 2023. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en complément de tout ça ? Un mot fort ou deux mots forts ? Il y a toute une partie des choses dans la vie qu'on maîtrise pas, en fait. Ça va être très tarte à la crème, ce que je vais vous dire, hein, mais et on fera pas que des choses bien et on réussira pas sur tout ce qu'on entreprend. Ça, c'est évident. Donc je me berce pas d'illusions et une fois qu'on revient, ça c'est très important. Une fois qu'on a vaincu l'addiction, en ayant conscience qu'elle n'est vaincue, que c'est un combat quotidien. Une fois qu'on a vaincu cette mort imminente, c'est-à-dire qu'on n'est pas mort, la vie reprend. C'est pas pour autant que les emmerdes du quotidien vont pas s'arrêter. C'est pas pour autant que votre voisin il va pas vous faire chier le jour où il est mal luné, voire plus proche votre compagne, que mes enfants sont des êtres angéliques qui sont toujours gentils et sages, que je vais être épargné par la vie, c'est-à-dire que je vais pas être soumis à d'autres pathologies, que je peux pas refaire un tour un jour en réa parce qu'il m'est arrivé complètement autre chose. Ça veut pas dire que je vais pas connaître l'échec professionnel. Ça veut pas dire que, en fait, rien ne va m'être épargné sous prétexte que j'ai vécu une grosse épreuve de vie, je pense. Par contre, c'est pour ça que je m'arrange pour mettre toutes les chances de mon côté, en fait. Et je pense que c'est pas un vœu pieux uniquement. Je pense que tout à chacun à son échelle, faut essayer de faire. La vie est vraiment beaucoup trop courte. Faut essayer de faire les choses avec ses moyens, mais en étant droit dans ses bottes, en étant heureux de se lever le matin et en faisant au max pour être le plus heureux possible, rendre les gens le plus heureux possible et faire son maximum, en fait. Et à partir de là, déjà, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Donc, après le premier jour du reste de votre vie, comment se passe le deuxième, le troisième, le quatrième ? Un peu comme je vous le disais précédemment, c'est pas parce que vous en êtes sorti que vous êtes attendu, ou à la limite, il y a peut-être vos parents et les médecins qui sont un peu rassurés déjà de voir que les efforts sont couronnés de succès. Par contre, le succès, déjà, il peut être de très courte durée si déjà le patient qui souffrait d'addiction retombe là-dedans, parce qu'encore une fois, vous ne pourrez pas le sauver à chaque fois. Et puis moi, tout ce que j'ai perdu juste avant, on m'attend pas pour me le redonner. L'état de délabrement physique dans lequel je suis rentré sur ces 3-4 semaines, on n'a pas lié au plus pressé. Mais j'ai perdu 20 kilos en 3 semaines, j'ai plus de muscles, même pour aller pisser, c'est la croix et la bannière, une fois que je suis descendé, évidemment. Donc tout ça, c'est ce qui fait que ça crée une force en vous aussi, c'est tout le chemin qui suit. C'est 3-4 mois, et puis après, les mois deviennent des années, mais c'est à quoi bon ? Pourquoi je vais faire ça ? Pourquoi je vais me faire chier à me reconstruire, sachant que la première carotte, c'est c'est bien que vous alliez mieux, vous allez pouvoir retourner en centre de rencontre parents-enfants, voir vos enfants pendant 1h30. Comme levier de motivation, vous allez repartir chez vos parents qui vont vous faire des plateaux que vous allez péniblement manger dans votre lit, et la victoire du jour sera de vous déplacer jusqu'aux toilettes. Il y a un moment, il faut essayer de voir plus loin, mais il y a rien qui est donné, et c'est se reconstruire. Là où l'expérience est extrêmement traumatisante mais fondatrice, c'est qu'une fois que vous avez vécu le fait que vous alliez mourir seul en souffrant, tout le reste, ça semble facile. Tout le reste, ça semble facile. Vous dites, putain, j'ai fait ça et je vais reculer parce que là, ça y est, je vais reculer parce que c'est compliqué de faire 2 minutes, même en me traînant avec les mains jusqu'aux toilettes. Je vais renoncer maintenant, après ce que j'ai vécu. Tout semble facile. Moi, j'ai adoré. Aujourd'hui, j'ai un restaurant. On m'a dit, mais attendez, un alcoolique, vous allez reprendre un restaurant dans un secteur de la restauration qui se porte pas bien, en n'étant pas du métier, en ayant un problème d'alcool, vous allez reprendre un bar-restaurant ? Mais j'en ai repris un et maintenant, là, je suis en train de regarder pour ouvrir le deuxième. Où est le problème, en fait ? Et une fois que j'ai récupéré mes enfants, ça aurait mis 1 an. Les institutions judiciaires, plus d'1 an avant de les voir.
Pendant ce que je reproche dans l'addiction, c'est que on a jeté le bonhomme avec l'eau du bain. Les 31 ans de Léo Hed sans rapport pathologique à l'alcool, on s'en souvenait plus. Ce qui était resté ancré, c'est uniquement le mec qui avait besoin d'un litre de whisky pour se lever. Derrière, pour regagner la confiance des gens, ça se reconstruit pas en 2 semaines, même celle de mes parents. Tout est hyper difficile, tout est hyper compliqué. Et l'addiction m'a appris ça, la réanimation aussi, parce que même une seconde de cette souffrance, quand c'est des minutes, quand c'est des jours, j'ai appris à être patient. Je suis pas patient pour un sou, c'est pas dans mon ADN. Sauf que quand on n'a pas le choix, on apprend à l'être. De la même manière, à ceux qui parfois sur l'alcoolisme se disent j'y arriverai jamais, au début c'est de la discipline. Au début, c'est de la discipline. Vous le vivez, je pense, avec vos patients. Pour ne pas parler d'alcool, mais de réanimation, faut vous asseoir pendant 2 heures sur ce fauteuil parce que c'est pas en restant alité que vous allez pouvoir un jour remarcher. Au début, c'est de la discipline. Même si ça fait chier, même si on comprend pas pourquoi on le fait, faut le faire. Et puis après, ça devient une habitude. Et là, quelle libération! Mais c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire de se lever le matin et qu'on vous rappelle, alors que vous y avez pas pensé depuis 2 semaines, t'as pas envie de boire un coup, toi? Ah non, ça fait 2 semaines que ça fait plus partie de mes habitudes, mon ami. Et donc non, j'ai pas envie de boire un coup. J'en ai profité, j'ai arrêté de fumer aussi. Parce que, pour le coup, autant mettre toutes les chances de son côté. Ça rejoint ce que je vous disais aussi. Qu'est-ce que je vais me faire chier à perdre du temps dans les drogues, dans les rapports biaisés aux toxiques? J'ai pas le temps. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour ça. Et il y a des choses vertueuses qui peuvent bénéficier à tous. Ça prend déjà suffisamment de temps de construire des choses bien. Alors, prendre le risque de les détruire pour rien du tout, c'est pas la peine. Donc, le 2e, le 3e et le 4e jour, encore une fois, c'est de se lever le matin en faisant de son mieux, même quand on voit pas, quand on se demande, putain, il arrive quand le soleil, quoi. Ça, c'est hyper dur, hein. Ça restera marqué aussi, hein. Les 3 mois qui suivent ma sortie de réanimation, quand est-ce qu'il vient? Il n'arrive pas, le soleil. Et là, il est là, c'est bon. Et là, il est là. Là, aujourd'hui, vous savez, le plus beau compliment, il m'a été fait par mon ex-femme qui voulait plus entendre parler de moi. Il y a un moment, il y a une juge qui lui a dit écoutez, je vois pas pourquoi vous demandez des sommes pareilles. Je vois pas pourquoi, alors que Monsieur Hed ne les gagne pas. Je vois pas pourquoi vous voulez priver Monsieur Hed de ses enfants, alors que en centre de rencontre parents-enfants, on n'y a jamais eu de plainte. Je vois pas pourquoi Monsieur Hed, ça fait 1 an et demi qu'il nous donne des analyses de sang prouvant qu'il consomme plus une goutte d'alcool. Pourquoi vous voulez pas? Elle finit donc sous injonction de ce juge de me rendre les enfants au moins la moitié des vacances et un week-end sur 2. Et là, dernièrement, elle me dit que les enfants le demandent et puis aussi qu'elle se rend compte que les enfants vont bien et vont mieux. Vont mieux et qu'elle rencontre plus aucun problème avec les enfants. Des problèmes qu'elle pouvait rencontrer quand j'étais pas dans leur vie. Donc oui, ça c'est fabuleux. Avoir un restaurant et s'éclater parce que j'ai pas l'impression de venir travailler le matin, mais que je viens faire profiter les gens de ma présence, mon maigre écho dans leur vie et de leur proposer une parenthèse dans mon restaurant sympathique où ils vont passer du bon temps, mais génial. Apporter et aider mes enfants sur le chemin de la vie, génial. Apporter de la tranquillité d'esprit à mes parents, génial. Tout va bien. Ça arrive et ça m'emmerdera pas, ça m'empêchera pas d'être emmerdé à l'occasion par les soucis du quotidien, bien évidemment. Mais je me réalise dans tout ce que je fais et surtout maintenant, ce petit goût sucré, je l'apprécie. Ce petit goût sucré du bonheur. Parce que j'ai pas oublié le goût de merde. Hein. Celui-là, je l'oublierai jamais. Je suis bien content de plus l'avoir dans la bouche. Un grand merci à vous, Monsieur Hed, pour ce magnifique témoignage empli d'optimisme et de joie de vivre. Mais un grand merci à vous et puis un grand merci aussi d'avoir bien contribué à me remettre en selle pour le premier jour du reste de ma vie et les suivants, parce qu'il s'en est écoulé pas mal depuis. Merci aussi à tous nos auditeurs. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos podcasts sur toutes nos plateformes. Pensez à vous abonner. À très bientôt.